Bonjour à tous et bienvenue pour notre second épisode de Franceruanos. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau chapitre, et aujourd'hui nous vous proposons d'aborder un thème d'histoire et d'archéologie. Nous allons parler des civilisations précolombiennes et leur impact dans les civilisations actuelles, dans le cas plus spécifique du Pérou. Il s'agira donc pour nous de vous présenter les civilisations précolombiennes péruviennes, de révéler un peu de leur histoire, ainsi que de lever le voile sur certaines pratiques et croyances qui demeurent toujours présentes dans la culture actuelle. Pour ce voyage tout au long de l'histoire péruvienne, vous serez accompagné d'Adrien, d'une étudiante en histoire à la Sorbonne et d'une étudiante péruvienne de l'Alliance française de Trujillo. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau podcast sur le thème des civilisations précolombiennes et plus particulièrement de l'impact de ces dernières sur le Pérou que nous connaissons aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous recevons Chloé. Bonjour à tous. Comme l'a dit Adrien, je m'appelle Chloé. Je suis étudiante en master en histoire contemporaine à Paris 1. Voilà, j'étudie les relations internationales, mais j'ai pu avoir l'occasion justement d'étudier toutes les grandes découvertes et l'imprégnation, on va dire, de différentes cultures et leur métissage. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et nous recevrons également Carole, qui est une étudiante de l'Alliance française de Trujillo. Merci Adrien. Bonjour à tous. Je m'appelle Carole, j'ai 29 ans. Oui, je suis étudiante de l'Alliance française au Pérou. Et je suis très contente de partager un peu de la culture péruvienne avec vous. Et merci. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, évidemment, le thème des civilisations précolombiennes, c'est un sujet particulièrement vaste qui remonte avant notre connaissance, avant Jésus-Christ. Donc, la première question introductive que je vais vous poser à toutes les deux, c'est qu'est-ce que ça vous évoque, les civilisations précolombiennes, en termes de géographie, de temporalité? À quelle civilisation spécifiquement vous pensez quelles sont les premières choses qui vous viennent en tête quand on parle de ce sujet, rapidement? Je crois que les termes précolombien englobe généralement l'histoire de toutes les sociétés indigènes du Pérou avant de l'influence européenne. L'empire Inca a été le plus important de toute Sud-Amérique. Je crois que l'idéologie de tous les indigènes est basée sur une idéologie plus efficace, administrative, et Machu Picchu, c'est l'un des exemples les plus représentatifs de la culture de la civilisation inca. Et pour tous les Péruviens, c'est un sujet qui nous sommes fiers de pertenir à ces cultures. Et par exemple, j'habite à 5 kilomètres de la ville Shanshan. C'est sanctuaire plus important d'Amérique du Sud. Par exemple, à seulement 5 kilomètres, je vis. Et je crois que tous les Péruviens convivent tous les jours avec la culture précolombienne. Ah bah du coup, peut-être on va attendre quelques secondes avant que Claude réponde, parce que j'aimerais rebondir justement sur ce que tu as dit sur Chan Chan, parce que cette ville donc, qui est juste à côté de Trujillo aujourd'hui, qui était la capitale de la civilisation Chimu. Et justement, cette civilisation, elle était, alors on va pouvoir la comparer un petit peu aux Incas, parce que ce sont deux civilisations qui étaient en conflit, et les Incas ensuite ont conquéri la civilisation Chimu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi les Chimu étaient différents des Incas, peut-être au niveau de la religion ou de leur culture? Oui, la culture Chimu se caractérise pour l'adoration, les dieux du soleil, les dieux de l'adoration, les Chimu, ils Les îles des Cygnes. dessinaient la céramique. C'est pour ça le nom, non? Chan Chan, c'est comme l'adoration à le sol. Parce que justement, moi, ce que j'avais cru comprendre, c'était que les Chan Chan avaient une vénération toute particulière pour la Lune plus que le Soleil.
parce qu'ils étaient dans un endroit, ils étaient dans une région plus aride et plus dure, où le soleil était plus dur que pour les Incas, et qu'ils avaient plus cette vénération particulière pour la Lune. Et si je peux rebondir aussi sur les poteries, ils avaient apparemment une culture très bureaucratique, enfin une organisation très bureaucratique, et aussi avec énormément d'artisanat à Chan Chan. Et justement, toutes ces poteries étaient faites quasiment exclusivement dans cette capitale qui regroupait tous les artisans qui étaient conquis d'autres territoires également. Du coup, je vais donner la parole à Chloé maintenant. Même question, qu'est-ce que ça t'évoque justement cette question ce thème des civilisations précolombiennes? Eh ben, écoute, je pense que ma réponse risque d'être bien différente de celle de Carole, du fait de la culture dont nous sommes entourés, en tout cas en France. D'abord, quand on dit culture précolombienne, bon, automatiquement, je pense à l'Amérique du Sud, plutôt tout ce qui va être Pérou, Équateur, Bolivie. Après, je pense qu'on a tout de même à la fois une connaissance et une représentation relativement limitée, car on pense essentiellement aux Incas, par exemple, au Machu Picchu, etc., bien évidemment. Mais on peut avoir tendance, je pense, à confondre plus avec les cultures du Mexique, par exemple, avec Maya, etc. Donc, ça peut avoir tendance à être trouble. Après, sinon, on a quand même une certaine représentation on va dire, de ces civilisations à travers les dessins animés quand on est enfant, à la rigueur. Je pense notamment à Tintin, par exemple, ou les Mystérieuses Cités d'Or, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une approche, on va dire, culturelle beaucoup plus ludique et à un âge aussi où on est moins, comment dire, on a moins tendance tout simplement à rechercher et à s'imprégner véritablement des connaissances qui nous sont offertes. Donc ça, mais justement, enfin, je suis heureuse de participer à ce podcast pour pouvoir justement partager de nouveau ces cultures et essayer véritablement de faire en sorte qu'on puisse les découvrir telles qu'elles devraient l'être. C'est vrai que on a surtout en France avec justement ces fameux dessins animés, on a vraiment en fait on est initié assez tôt à ces cultures, mais de manière très superficielle par rapport à ces questions. Et justement, bah, aujourd'hui, c'est l'occasion d'en discuter un petit peu plus en profondeur. Alors, en termes d'histoire, justement, on pense, quand on pense civilisation précolombienne, on pense évidemment aux Incas, forcément. Enfin, en tout cas, nous, on pense aux Incas, on pense aux Mayas, aux Aztèques. L'idée, c'est de se concentrer évidemment un petit peu plus sur les Incas parce que on parle évidemment du Pérou. Il y avait d'autres civilisations précolombiennes, évidemment, que les Incas, certains qui ont été par certaines intégrées dans l'Empire Inca. Je pense au Chimú, justement. Je pense au Tiwanaku aussi. Mais on va essayer de se concentrer un petit peu sur les Incas. Évidemment, on pourra revenir sur d'autres civilisations, notamment pour Ichimu, sur ce qui concerne l'architecture. Donc, cet empire Inca, l'empire qu'on appelle le Tahuantinsuyo, l'empire des quatre parties, c'est un empire qui est né dans les années 1200 de notre ère, qui a commencé par le royaume de Cusco, qui a été fondé par Manco Capac. Et on le connaît surtout comme étant l'empire qui malheureusement a été conquis par nos autres Européens. J'ai du coup, Chloé, quelques questions à te poser là-dessus. Aujourd'hui, c'est un thème que tu as abordé. Pourquoi est-ce qu'on a si peu d'informations concernant cet empire et surtout, pourquoi est-ce qu'on a aussi peu de sources directes déjà venant de cet empire aujourd'hui? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Tout d'abord, nous avons parlé des Incas, enfin de l'influence Inca. Alors, le fait est qu'il y avait alors je ne saurais véritablement comment expliquer, mais une forme de relation enfin, vassalisation, disons. Donc, c'est-à-dire que de ce que je sais en tout cas, les sociétés précolombiennes étaient généralement plutôt des petits groupes qui avaient plus ou moins d'interactions entre elles, mais qui vivaient quand même de manière relativement autonome et avec justement la constitution de l'Empire Inca et donc l'instauration, on va dire, de leur prégnance
sur un territoire relativement vaste. Il y a eu des échanges et des accords notamment qui ont été conclus avec plusieurs justement de ces petites sociétés précolombiennes afin de justement en gros monnayer le fait que très bien, ben, je vais vous apporter protection, ceci, cela, et en échange vous ferez partie de mon territoire et si, par exemple, j'ai besoin d'hommes pour aller en guerre ou quoi que ce soit, je me tournerai vers vous pour avoir des contingents. Donc, déjà, dû à cette influence inca qui a été quand même relativement importante et longue, il y a eu comme une dissolution, je dirais, de la culture par en fait une sorte de métissage, je pense, tout d'abord. Après aussi, deuxième point, l'accès, on va dire, aux sources primaires est difficile du fait, en fait, des lieux où ils vivaient et du fait de la colonisation, en fait, qui a eu lieu. C'est-à-dire Mm. que, alors, je ne saurais véritablement comment m'exprimer, mais il est question de la conservation aussi, en fait, des objets, par exemple, qui ne va pas forcément de soi, du fait que, enfin, je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils vivaient, quel était le climat, etc. Mais le climat peut avoir une incidence sur la détérioration justement de ces objets. Ça. Tout à Puis fait. après aussi avec les échanges justement avec les Incas, parce que par exemple, lorsqu'on demandait des impôts, les tribus, enfin ou les sociétés précolombiennes pouvaient par exemple fondre des objets qu'elles avaient, en or par exemple, afin de pouvoir payer le tribut qu'ils devaient en tout cas envers les Incas. Donc, ce qui explique aussi, d'un autre côté, la disparition en fait de ces objets primaires, enfin de ces sources en fait de connaissances. Tout à fait. Ouais. Je rebondirai justement là-dessus, sur ce dernier point, parce que surtout pour les Incas spécifiquement, la plupart des objets à connotation religieuse en fait étaient travaillés à partir de l'or et de l'argent qui étaient abondants dans cette partie du monde. Et justement, pendant la conquête de l'Empire Inca par nous autres Européens, euh, notamment excusez-moi, le nom m'échappe. Normalement par Hernán Cortés, voilà, quand il a conquéri l'Empire Inca, il a capturé un des deux prétendants au trône qui s'appelait Atahualpa, et il a justement demandé un énorme équivalent en or pour sa libération. Et donc, justement, ils ont dû amener énormément d'artefacts religieux qui étaient en or, les fondre. Et donc, on a perdu énormément d'informations là-dessus. Tout à fait. En effet. Et alors aujourd'hui, c'est un problème parce que donc il nous manque des sources primaires. Je rappelle aussi que c'est une civilisation qui n'avait pas vraiment d'écriture, qui avait un système de comptabilité qui était très avancé en mathématiques, mais donc évidemment un petit peu compliqué d'obtenir certaines informations. En revanche, aujourd'hui, il reste des réminiscences de cette culture dans la culture péruvienne. Alors, Carole, est-ce que pour toi, tu ressens encore des restes de cette culture, de ces cultures précolombiennes? Parce que là, on a parlé des Incas, mais éventuellement d'autres cultures précolombiennes. Est-ce que c'est quelque chose justement dont les Péruviens sont fiers? Moi, je pensais peut-être à la Pachamama éventuellement. Est-ce qu'il reste d'autres choses comme ça, d'autres influences culturelles aujourd'hui? Ah oui, la Pachamama, c'est un rituel plus connu au Pérou. Et la Pachamama, oui, c'est comme une gratitude à la terre pour, pour donner les nourritures, les pommes de terre, beaucoup de... Et par exemple, quand les agriculteurs terminent la cosecha, quand ils récoltent tous les fruits, par exemple, comme une forme de gratitude, comme une forme de merci à la terre, et fait la Pachamama. Le rituel se déroule autour d'une petite butte creusée
dans les terres où sont déposées les différentes offrandes, comme la nourriture et viande, qui est ornée de serpentines et laine de couleur. Et peut-être, il me semble, quand on avait discuté un petit peu avant le podcast, tu m'avais parlé de l'ayahuasca, qu'on connaît très mal aujourd'hui en tant qu'Européens. On entend un petit peu tout et n'importe quoi. Pourtant, le rituel de l'ayahuasca, c'est quelque chose de très précolombien, non? Et ça existe encore au Pérou. Et oui, c'est un rituel spirituel, comme connecte avec les plantes, avec la nature. C'est un thème que les Péruviens aujourd'hui les pratiquent pour connaître avec lui-même, connaître avec la nature. Mais c'est un thème difficile pour expliquer parce que pour les personnes qui passent tous les rituels et toutes les personnes ont différentes expériences. Et oui, l'ayahuasca, ça fait avec les plantes. C'est comme les coproductions, les raíces d'une plante qui está à la bord de l'extinction. C'est important de dire ça. Et je crois que nous devons faire attention avec ça. Mais j'ai écouté à Claude et toi aussi, il parlait sur l'or que les Européens nous volaient. Mais je crois que c'est important de parler aussi de la langue, que c'est comme un effet secondaire à ça. Mais selon ma recherche, quelques langues indigènes du Pérou qui sont considérées patrimoine culturel comme mochiques sont disparu comme les langues mochiques et les kuli, que c'est une langue tante de Andes nord du Pérou. Et aussi, je crois que c'est pour les Européens nous enseignons à parler l'espagnol, mais avec le temps, et beaucoup de langues indigènes ont disparu, comme les mochiques et les kuli. C'est important de dire ça. Bah, justement, parce que je voulais savoir si du coup, est-ce que vous abordez ces thèmes, notamment dans les programmes scolaires à l'école? Alors, parce que justement, tu dis que la langue qui vous a enseignée, c'est l'espagnol, mais est-ce que ces langues, elles ont disparu, mais est-ce que c'est des thèmes qui sont au moins abordés dans l'éducation, en fait? Oui, les civilisations précolombiennes de la culture péruvienne ont une place importante parce que pour nous, sont des lieux sacrés, sont patrimoine culturel. Quand nous sommes très jeunes à l'école, nous racontent des légendes et ils nous font découvrir les musées, ils nous parlent des rituels, des langues sacrées qui appartenaient à la culture précolombienne. C'est comme nous cohabitons avec nos ancêtres. Parce que des cultures précolombiennes comme les moches, comme les mochiques, nous avons hérité beaucoup d'informations comme les symbolismes, comme je te dis, dans les céramiques et présents dans les objets décoratifs qu'aujourd'hui il y a dans la maison. O sea, Même pour les bijoux péruviens aussi, qui sont connus, l'orfèvrerie péruvienne et qui est héritée de toute cette période aussi. Les modes, les vêtements aussi. Je crois que c'est très difficile que la culture précolombienne disparaisse en Pérou. Parce que, comme je te dis, nous habitons avec nos ancêtres, avec les musées. Et je vis à 5 km de Chan-Chan et à 10 km d'un musée important aussi, qui est ça de la culture moche, qui s'appelle Sol et la Luna. Oui. Et c'est très proche à moi. Et j'habite avec tout. Je ne peux faire une distinction parce que depuis petite, je vivrai la culture précolombienne.
Justement, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais avant, le fait que certaines langues ont disparu, mais que vous êtes quand même très proche de toute cette culture. Moi, je vais plutôt m'adresser à Chloé parce il y a évidemment d'autres héritages hein, de ces cultures précolombiennes. Là, je vais penser notamment à l'architecture, par exemple, au Machu Picchu et aux autres, parce qu'il y a aussi des architectures de la civilisation Chimu, notamment, des grandes structures, des pyramides assez impressionnantes. Et là, j'aimerais plutôt aborder le thème en fait, de la conservation des mémoires et des politiques publiques au regard de tous ces thèmes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, ce que tu sais là-dessus? Euh, Qu'est-ce qui pour toi semble important à mettre en place comme politique publique pour la conservation de la culture et aussi la conservation éventuellement de biens archéologiques comme ça? Je pense que c'est une question un peu complexe, étant donné que je ne suis pas péruvienne moi-même et que je vis pas au Pérou. Mais je dirais, alors tout d'abord, concernant la conservation, euh, ça peut être assez complexe parce que ça dépend en fait de comment l'État gère, on va dire, il y a des budgets en fait qui sont automatiquement prévus pour la conservation généralement du patrimoine. Après, ça peut dépendre en fait des intérêts, on va dire, étatiques. Par exemple, le budget peut être essentiellement consacré au Machu Picchu parce que une, ac- c'est une attraction touristique majeure et de côté, délaisser justement d'autres monuments, par exemple, ce qui est justement au détriment de la culture. Ça, après, je ne sais pas véritablement comment c'est au Pérou, je répète encore une fois, étant donné que je n'y vis pas. Mais oui, en fait, c'est plus une question, non pas de la conservation de la culture, je dirais, parce qu'en tant qu'historien, il y a des travaux qui ont été menés, on connaît les faits ne vont pas changer, et les travaux, les thèses qui ont pu être menés vont être conservés de toute façon. Donc ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La question est plus de comment on arrive justement à partager, à faire connaître aux gens donc qui habitent le territoire comme à des étrangers, justement cette histoire et quels souvenirs on va entretenir. Et c'est véritablement ça, la mémoire. Et peut y avoir des enjeux politiques qui se cachent derrière l'exacerbation, on va dire, de tel événement plutôt qu'un autre. Mais après, généralement, enfin, ce qui est essentiel dans les politiques de mémoire, c'est véritablement l'éducation, tout ce qui va être donc les programmes scolaires, parce que c'est ce qui va permettre de donner une base commune à tous pour pouvoir comprendre aussi sa société et pouvoir interagir avec les autres et faire attention, on va dire, justement aux manipulations dont peuvent être les victimes, on va dire, enfin, dont peut être victime. En fait, ça me permet justement de rebondir un petit peu sur ces notions d'éducation. Et tu disais éduquer les locaux, mais également les touristes. Et justement, c'est ce que disait également Carole plus tôt. Il y a aujourd'hui des musées. Alors, je pense au musée Inca à Cusco, également au musée Moche, dont elle parlait, qui jouent un rôle extrêmement important dans la diffusion de ces cultures aujourd'hui et notamment de leur complexité, parce que c'est vrai qu'en tant qu'Européens, de par leur histoire singulière, on a malheureusement on a une vision très fantasmée de la chose. Euh, Par exemple, aujourd'hui, voilà, la question du tourisme, quand on va au Pérou, on pense spécifiquement au Machu Picchu. Pourtant, il y a bien d'autres sites. Et justement, le Machu Picchu, c'est quand même un sujet un peu compliqué parce que c'est une bénédiction écologique, mais ça soulève beaucoup de problèmes au niveau écologique, de l'écosystème, de de ce tourisme de masse. Est-ce que, Carole, cette question du tourisme, c'est un sujet un peu clivant dans la société péruvienne. Est-ce que certaines personnes sont pour ce tourisme de masse? Est-ce que d'autres sont contre pour la défense de l'histoire? Comment c'est abordé ce sujet dans la société péruvienne? Je peux partager avec vous une expérience
quand je suis allée à Changchun avec une guide, une personne qui travaille pour la conservation de la citadelle. Si vous marchez sur la citadelle de Barro, et vous pouvez trouver des petits morceaux de céramique. Le guide vous dit que vous ne devrez pas importer quoi, que ce soit des minuscules morceaux, parce qu'ils partenaient à cette droite. Et les touristes, en plus, ne sont pas éduqués à ça et peuvent éventuellement les détruire ou justement les récupérer alors que ce sont des trésors historiques. Il va sans dire de ne pas jeter des ordures, prendre les murs ou les endommages parce qu'il y a honteux de cela. C'est très strict avec ces normes. Non? Mais récemment, je crois que l'année passée, au douane, jusqu'à douane, les politiques péruviens, les ministres de culture promouvoient ou encouragent la visite de celui et chaque premier dimanche du mois, ils sont gratuits pour tous les Péruviens. Et c'est une politique pour moi excellente, parfait pour tous les Péruviens et connaître plus les cultures précolombiennes. Justement, c'est typiquement ce que soulevait Chloé un petit peu plus tôt, l'importance d'éduquer les gens ou dans les programmes scolaires ou dans des programmes comme ça pour que les gens aient conscience justement de leur histoire. J'aimerais conclure justement parce on a abordé un peu ce thème de l'architecture et de la conservation des choses, du tourisme aussi, et j'aimerais aborder un dernier thème qui était quand même extrêmement important pour toutes les sociétés précolombiennes d'ailleurs, et là seulement sur les Incas, les Aztèques aussi, c'était l'agriculture, qui était quand même quelque chose d'extrêmement important, de très développé. Je rappelle qu'aujourd'hui, à travers la colonisation, nous avons apporté notamment la patate, par exemple, qui a sauvé l'Europe de la famine, rien que ça, mais que beaucoup de choses, dont les quinoa, les courges, viennent d'Amérique du Sud. Et par exemple, les Incas avaient développé des réseaux d'irrigation complètement impressionnants, à tel point qu'aujourd'hui, on redécouvre ces réseaux d'irrigation et on s'en sert à nouveau. Est-ce que, par exemple, ça, ces fameuses routes d'irrigation, c'est un sujet qui est connu dans les villes, parce qu'apparemment, c'est un sujet qui est beaucoup redécouvert à l'intérieur des terres, mais peut-être assez peu dans les villes. Est-ce que vous avez entendu parler de ce système complètement fantastique, quand même, qui ramène de l'eau des glaciers et qui a permis des cultures dans des milieux complètement arides? Je crois que c'est ça pour les Andes du Pérou. Mais dans l'Écosse, dans le nord du Pérou, non. Je crois que pour Machu Picchu, pour les Andes, pour la culture Tiahuanaco, pour Ancash, je crois que oui, c'est très important. Et si tu vas à Machu Picchu, tu pouvais voir l'irrigation et tu vas l'eau courir pour les canaux. Pour toute la vie de Machu Picchu, tu vois l'eau. Non? C'est impressionnant. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il fonctionne bien. Et aujourd'hui, justement, en plus, ils sont redécouverts, ils sont réutilisés. Il y avait même... Et là, je vais peut-être finir sur une question un peu pour Chloé, ou juste une matière à discuter. C'est vrai que cette agriculture était quand même surprenante par bien des points, notamment en fait que c'est une agriculture qui était très coopérative. Parce que dans l'Empire Inca, notamment, il n'y avait pas vraiment de système monétaire. La taxe gouvernementale était prélevée en termes de temps de travail. Et il n'y avait également pas de roues ou pas de chevaux pour faciliter le travail agraire. Donc, il y a eu le développement de moyens d'agriculture spécifiques et de cette espèce d'agriculture coopérative. Là, je m'adresse éventuellement à l'historienne. Est-ce que tu connaîtrais, Chloé, d'autres civilisations qui ont eu un développement un peu similaire sur la planète, peut-être, parce que ça me semble être quand même très spécifique à cette partie du monde. Alors, j'avouerai à titre personnel
que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup étudier l'agriculture, en fait, de manière générale, dans toutes les sociétés que j'ai pu étudier. Cependant, je vais totalement dans ton sens, dans la mesure où, oui, l'agriculture est une grande part justement, de la culture du Pérou. Et enfin, ce que je retiens surtout, moi, c'est l'agencement des terrasses en haute altitude afin de pouvoir justement enfin, cultiver, tout simplement. Et ça a été un système justement qui a été inventé au Pérou à ce moment-là et qui après a été importé en fait dans le reste du monde qu'on utilise encore aujourd'hui, qu'on retrouve notamment au Vietnam par exemple. Et ce sont eux qui ont été les premiers à la faire et c'est véritablement caractéristique en fait de cette culture. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, YouTube et Spotify au nom de Franceruanos. Et bien évidemment, n'hésitez pas à suivre l'Alliance française sur tous les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode.